Imaginez qu'après plus de 15 ans chez Coca-Cola, vous ayez envie d'un nouveau challenge. Vous étiez directeur de la communication, tout se passait extrêmement bien, mais un jour, vous avez envie de ce nouveau challenge justement, et qui n'a évidemment rien à voir côté secteur avec là d'où vous venez. Ce challenge accepté et surtout réussi, c'est l'œuvre d'Alexandre Poncet, directeur des affaires publiques chez Limagrain. Limagrain ne va pas nécessairement vous dire quelque chose de prime abord, mais sachez que c'est une des très très belles coopératives dans notre pays. A le secret, et si je vous dis Brossard ou Jacquet, là évidemment, vos yeux s'illuminent, car oui, vous l'avez compris, Jacquet et Brossard font partie des très nombreuses marques de cette très belle coopérative qu'est Limagrain. Durant cette première partie d'épisode de la série Kings and Queens, Alexandre va vous parler de son job de directeur des affaires publiques et je ne suis pas certain que beaucoup d'entre vous connaissent ce pan de la communication, pourtant fondamental pour faire avancer les choses. Je n'en dis pas plus et vous laisse écouter Alexandre Poncet, directeur des affaires publiques de Limagrain. Et quant à moi, je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Très très bonne écoute. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Alexandre. Salut Laurent. Comment ça va ? Bah écoute, ça va super bien. Merci à toi de m'accueillir chez Limagrain, dans les bureaux parisiens. Plein centre de Paris, c'est la classe, hein ? Ouais, c'est la classe. Et puis c'est des bureaux qui ont une histoire, hein, parce qu'en fait on est au-dessus de la boutique Villemorin, qui est de la mégisserie, et c'est en fait Limagrain a racheté en 1974 les semences potagères Villemorin. Mais en fait, les semences potagères Villemorin, ils ont une longue histoire, parce qu'on a fêté les 280 ans l'an dernier. Et c'est sous l'époque de Louis XV, Monsieur Villemorin, qui a inventé en fait les semences, secteur semencier. Et la boutique d'origine, c'est toujours celle que vous voyez, ce qu'est de la mégisserie. Donc si vous passez quai de la Mégisserie, on est en plein centre de Paris, on est vraiment au cœur de Paris, hein. Notre-Dame n'est pas loin, vous avez évidemment le quai de la Mégisserie dont tu parles, le quai de Corse en face où on va se faire, quand on va monter sa boîte, on y passe, on prend son petit cabis, on est content, on est heureux, on se dit ça y est, c'est fait. Mais sincèrement, on est dans l'histoire et tu viens de parler de semences, parce que Limagrain et Villemorin, qui est une des très grandes marques de Limagrain, mais vous verrez, vous connaissez beaucoup de marques de Limagrain. Limagrain, c'est un groupe international, qui a 60 ans cette année en 2025, sexagénaire, très jeune, en pleine forme. Ce sont 1300 adhérents parce que c'est une coopérative agricole et ce sont des marques, pardonne-moi l'expression, incroyables de tueurs en série, j'allais te dire, parce qu'il y a... Allez, vas-y, cite-les. Bah, il y a forcément Villemorin, H&M Close, on a également Azera, qui est une marque moins connue, mais qui est très connue au Proche-Orient. Et puis on a surtout Brossard et Jacquet. Et en fait, c'est toute la stratégie de Limagrain. En fait, Limagrain, c'est une coopérative. Ça, c'est très important. En fait, nos patrons sont des agriculteurs, qui sont des agriculteurs coopérateurs, qui, il y a 60 ans, on est basé, tous nos adhérents, en fait, ils sont basés dans le Puy-de-Dôme. Et moi, j'habite dans le Puy-de-Dôme. Ils sont basés en Limagne. On est terre fertile au pied du Puy-de-Dôme. Et en fait, il y a 60 ans, ils se sont dit, ben voilà, on est loin des ports. Notre blé, notre maïs, on va pas réussir à l'exporter parce qu'on est loin des réseaux de communication. On va essayer par contre de ramener de la valeur dans nos exploitations et ils le font grâce aux semences. Et ils travaillent avec l'INRAE et c'est vachement important en fait dans les territoires l'INRA. Et ils développent une semence de maïs qui ensuite va devenir un blockbuster. Et elle va s'imposer sur l'ensemble de l'Europe du Nord. Donc voilà, on est aux alentours des années 70. Et puis cet argent, ils vont faire le choix de le réinvestir en développant des semences potagères, en achetant des semences potagères plutôt, Villemorin. Et accroche-toi, ils vont mettre 12 ans avant que ça soit rentable. Et ça, c'est la force de la coopération. C'est-à-dire qu'on pense le long terme, on est persévérant, et puis on garde l'horizon et on se dit, bah voilà, notre objectif, c'est d'avoir deux pieds, les semences de grande culture. Donc, semences de grande culture, pour nous, c'est tournesol, maïs, blé, et puis les semences potagères. Et aujourd'hui, la division semences potagères de Limagrain, on est numéro 1 mondial. Et ça, il n'y a pas grand monde qui le sait. Alors, comme tu le dis très justement,
il y a ce côté humilité, on est numéro 1 mondial, pas grand monde le sait. On peut être fier parce qu'on est en train de parler finalement d'une France, soi-disant, si on écoute les médias, qui est en train de se casser la figure, on devient limite un pays du tiers-monde, c'est la mexicanisation. Nos agriculteurs étaient particulièrement énervés ces derniers temps et on va parler de la fameuse loi. On ne va même pas la nommer, mais nos auditrices et auditeurs ont compris de quoi il s'agissait. Mais sincèrement, on peut être quand même extrêmement fier de notre agriculture. Tu viens de le prouver à l'instant même. Écoute, ce qui est passionnant, moi en découvrant le monde agricole, que je connaissais peu avant, c'est qu'en fait nos agriculteurs, c'est des entrepreneurs, en fait, c'est des chefs d'entreprise qui développent leur marché, ont une vision à long terme, font face à plein d'enjeux réglementaires, qui sont très fiers en fait. Ce qui revient souvent, c'est qu'ils nourrissent la nation. Et ça, c'est un symbole de fierté. Après, il y a dans certaines exploitations des vraies difficultés sur certains marchés, mais qui moi me surprend toujours, c'est que il y a une volonté de développer leur entreprise et chez Limagrin, leur coopérative qui est très fort. Et il y a un attachement assez fort à cet outil parce qu'en fait, la coopérative, ils l'ont reçue de leurs parents et ils veulent la transmettre à leurs enfants. Et ça, c'est très important. On est finalement très très loin dans l'état d'esprit, j'entends, de la start-up. C'est le côté très vite, gagnant très vite de l'argent. On est dans du long terme, tu l'as dit, 12 ans avant de gagner des sous. Aujourd'hui, personne ne ferait ça, ou quasiment plus personne. Moi, je suis extrêmement fier de notre agriculture. On a la meilleure du monde, on va le dire très clairement. L'agriculture, c'est pas que l'amour est dans le pré. On salue la belle Karine, évidemment, Karine Le Marchand, mais c'est pas que ça, c'est pas que ce côté entre guillemets glamour. C'est des gens qui se pètent le dos, par moment. Ce sont des gens qui sont respectueux de ce qu'ils ont reçu, de ce qu'ils vont transmettre, parce qu'on a aussi une problématique de renouvellement des générations d'agriculteurs, et c'est pas un petit problème, c'est un vrai problème. Toi qui viens, allez, on va dire les choses clairement, parce que évidemment tu es dans le décodeur de la communication, j'ai même oublié de te demander qui tu étais, parce qu'on était dans la prolongation de la discussion qu'on avait en prenant le petit-déj. Tu es le directeur des affaires publiques en France et évidemment à l'international et du gouvernemental. C'est bien ça chez Limagrin ? Oui, alors en fait, on va faire simple. Je dirige les affaires publiques de Limagrin et sur un périmètre qui est à la fois un périmètre France et régional, parce qu'on a un ancrage régional très fort, et puis surtout une dimension européenne et internationale, parce qu'en fait, l'agriculture, ce sont des enjeux internationaux et des enjeux de relations internationales. On voit bien avec la crise russe aujourd'hui. Tu as fait Sciences Po, donc quelque part tu sais où tu es. Tu as fait droit à SAS après. Ouais, félicitations. DESS de ressources humaines. Fais gaffe, DESS, ça fait boomer. Mais... C'était ça à notre époque. Tu étais auparavant dans une société que tout le monde connaît. Je vais sortir un nom que personne ne connaîtra. À l'inverse, c'est CCEP. Mais que veut dire CCEP ? Explique-nous ce que c'est que cette fameuse entreprise CCEP. Bizarrement, tout le monde la connaît. En plus, tu as interviewé plein de gens qui sont plus ou moins passés par là. En fait, c'est Coca-Cola Euro-Pacific Partners. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que Coca-Cola, en fait, c'est une organisation avec, d'un côté, The Coca-Cola Company, où travaillait Laurent Turpot, que tu as interrogé, et puis des embouteilleurs, dont la responsabilité, c'est de commercialiser et produire des boissons. Et donc, moi, j'ai travaillé pendant 16 ans dans cette magnifique entreprise et commencé comme responsable ressources humaines d'un site de production qui est basé à Grigny dans l'Essonne. Tu es depuis 3 ans et demi chez Limagrin, aujourd'hui aux affaires publiques, mais tu as été DIRCOM externe, on va en parler très brièvement. DIRCOM comme interne et comme externe. Et tu as été DIRCOM là-bas pendant 2 ans. Ouais. J'en reviens à justement ce passage de Coca-Cola CCEP à Limagrin. Travailler pour la World Company par excellence, et tu arrives avec tes 1300 adhérents qui sont donc des agriculteurs, des agricultrices. Qu'est-ce que ça fait, sincèrement, Alexandre, quand on voit ces patrons, alors que, je le rappelle, Limagrin, à travers le monde, c'est quand même près de 10 000 salariés, c'est 9 500 à peu près. 53 pays où vous êtes présents, distribués dans 150. Et puis 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Félicitations, une très belle PME, je plaisante, donc c'est magnifique. Qu'est-ce que ça fait de passer de Coca à Limagrin, même si ce sont des entreprises mondiales magnifiques, tu connaissais pas nécessairement l'agriculture? Moi je suis pas forcément issu du monde agricole, mes parents étaient artisans et je vis plutôt j'ai grandi dans ce milieu artisanal commerçant. Et en fait, quand j'ai quitté Coca-Cola, c'est une aventure extraordinaire. Pendant 16 ans, j'ai fait des choses passionnantes, j'ai rencontré des choses passionnantes et j'avais envie de me challenger. J'avais envie de découvrir un environnement que je connaissais pas.
Et puis j'ai eu l'opportunité de rencontrer, d'arriver à un moment donné où on avait un nouveau président, donc qui est un agriculteur qui représente les adhérents, et un nouveau DG. Et c'est aussi cette aventure que j'ai eu envie d'acheter, et cette vision stratégique. Pour revenir à ta question, en fait, c'est beaucoup de franchise, c'est beaucoup de... il faut aussi beaucoup d'humilité parce que moi c'est des secteurs que je connaissais pas. Quand on parle de sélection variétale, c'est des sujets qui sont un peu ardus, quoi. Et je peux te dire que mes cours de terminale C en biologie ils sont loin. Donc voilà. Non, le monde agricole c'est un monde qui est passionnant avec beaucoup d'engagement des équipes et il faut aussi s'engager et avoir du courage en fait parce que les agriculteurs ils sont courageux. Et puis il y a un vrai attachement à... c'est un peu bête ce que je vais raconter, mais au travail bien fait. En fait, une volonté de faire les choses correctement. Et ça c'est quelque chose qui est assez fort chez Limagrain. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une entreprise on investit beaucoup en recherche. En fait, 16% de chiffre d'affaires est investi en recherche. Et on a plus de 2000 chercheurs dans le groupe, 100 centres de recherche dans le monde. Et en fait, c'est le seul endroit où vous allez avoir un agriculteur qui est capable d'échanger et de se comprendre avec un bac+10, un doctorant en sélection variétale. Et ça, c'est génial, parce que en fait, c'est des rencontres qui n'existent plus aujourd'hui dans une société qui est très polarisée. Et ça qui me plaît chez Limagrain, c'est que il y a une sorte d'alchimie qui fait qu'aujourd'hui, on est un très beau groupe. Et puis, il y a eu un engagement des agriculteurs, de leurs familles, pour développer ce groupe à l'international, avec un vrai attachement salarié aussi. Ça ne m'étonne pas ce que tu dis là. Ce côté travail bien fait, ce côté attachement. Très honnêtement, les 1300 adhérents doivent se dire, mais on a 2000 chercheurs. C'est quand même incroyable. Comme tu le dis très justement, la rencontre peu probable de prime abord entre quelqu'un qui est sur une exploitation et des bac+10, des doctorants ou des docteurs, je trouve ça sensationnel. 16% investi dans la recherche, c'est quand même énorme dans le chiffre d'affaires. Parce que tu as dit 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc vous imaginez combien ça fait plus de 250 millions. Ouais, 311 millions exactement. Eh ben voilà, félicitations. Donc 300 millions, plus de 300 millions dans la recherche. Sincèrement, depuis 3 ans et demi, tu dois être, mais alors, extrêmement fier de travailler pour cette entreprise. Non pas que chez CCEP, t'étais pas fier, bien au contraire. Mais quel kiff, nom de Dieu. Sincèrement. Ouais, c'est passionnant. J'ai adoré mon expérience chez CEP, puis c'est une partie de ma vie. Mais chez Limagrain, je suis très content parce que les enjeux, en fait, je suis arrivé mois d'avril, fin février, il y avait la guerre Ukraine-Russie qui s'était déclenchée. Et en fait, ça a remis la question de la souveraineté alimentaire au cœur des enjeux du débat public. On sortait du Covid où ça avait déjà été important, mais là en fait on voit bien que les échanges internationaux de denrées agricoles ils sont essentiels. Et par exemple la Russie après avoir sous l'époque Yeltsin, il y a eu des moments donnés où les Russes avaient faim. Toute la stratégie de Poutine ça a été de reconquérir cette souveraineté alimentaire, voire mettre certains États en dépendance en fait du blé russe. Et donc les enjeux géostratégiques sont au cœur des enjeux agricoles. Et puis on est dans un marché avec le retour du protectionnisme. Et au niveau européen, en fait, il faut que l'Europe arrive à garantir sa sécurité alimentaire, garantir le fait également qu'elle doit protéger en fait son modèle social ou son modèle environnemental, mais sans pâtir. Et c'est pas que les agriculteurs ils pâtissent de la situation. Je vais te poser une question comme ça, elle est très dure, mais tu y crois sincèrement à notre souveraineté alimentaire, à l'heure actuelle, sincèrement, ou dans les années à venir? Je veux y croire, mais j'ai l'impression qu'on met plein de bâtons dans les roues à nos agriculteurs. L'Europe, la France, on surnorme, tu parlais de normes. On va y arriver sincèrement? Écoute, moi je peux te dire que c'est ce qui me fait me lever tous les matins. C'est vraiment cette volonté de garantir la sécurité alimentaire du pays, la souveraineté alimentaire. Et on a plein d'atouts. On a des agriculteurs qui sont engagés avec une nouvelle génération qui pense l'avenir. On a également la chance d'avoir des terroirs ou des surfaces agricoles qui sont très fortes, avec un climat qui pour l'instant est favorable. On a également des centres de recherche avec l'INRAE qui travaillent aussi au développement de nouveaux modèles agricoles et de nouvelles solutions agricoles. Et puis
on a aussi la politique agricole commune qui est forcément perfectible, mais on va dire en un peu plus de 60 ans, c'est aussi un levier très important et un pilier très important de l'Union européenne. Par contre, ce qui manque aujourd'hui à la France, ce qui manque à l'Europe aujourd'hui, c'est une vision agricole. On veut devenir une puissance agricole, on l'a été, on est en vraie difficulté, mais il faut qu'on pense notre modèle agricole, qu'on se dise, qu'est-ce qu'on veut, sur quel marché on veut être fort, quelles sont les solutions on propose aux agriculteurs pour faire face à l'évolution du changement climatique, quelle stratégie d'eau et d'irrigation on met en place en France et en Europe, et ça c'est des enjeux essentiels, et c'est ce qui fait que tous les matins, avec mon équipe, on a du plaisir à travailler pour l'Imagrin parce qu'on est au cœur de ces sujets-là. Et justement, les affaires publiques, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, celles que tu diriges chez l'Imagrin, c'est aller discuter, ou en tout cas converser, échanger avec des parlementaires, aussi bien en France qu'en Europe, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors, si tu veux, en fait, le métier des affaires publiques, c'est un métier où notre objectif, c'est de promouvoir les intérêts de notre entreprise, mais aussi, il y a un terme anglo-saxon que j'aime bien, c'est défendre notre licence to operate. Alors, j'arrive pas à le traduire en français, mais c'est faire en sorte qu'on puisse continuer à permettre le développement de l'entreprise avec une réglementation qui est adaptée. C'est un métier qui est parfois décrié parce que le métier de l'ombre, avec le mot du lobbying, etc. Mais le lobbying, si on revient bien, c'est au 19e siècle, le lobby, c'est l'endroit où, à la Chambre des communes, les représentants d'intérêt pouvaient venir discuter avec les parlementaires pour faire la meilleure loi possible. Et ça, c'était en Angleterre, donc c'est un métier qui est assez ancien. Notre rôle, c'est de partager nos enjeux, éclairer la décision publique, parce qu'en fait, le politique, il doit en permanence, lorsqu'il est soit au gouvernement, soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, prendre une décision sur quel type de revêtement de sol tu dois mettre sur les routes. Le lendemain, est-ce que tu dois autoriser tel produit phytosanitaire, et ensuite il y aura une discussion sur les lois, sur la nouvelle réglementation de la police, tu vois. Donc ils peuvent pas être experts de tout. On a la chance quand même, juste pour terminer, d'avoir certains de parlementaires qui spécialisent sur la question agricole, et c'est toujours passionnant parce qu'en fait, on arrive toujours à avoir des discussions de fond avec ces parlementaires, et c'est ça qui m'intéresse. On est bien dans le décodeur de la communication. Tu es DIRCOM et tu resteras DIRCOM jusqu'à ton dernier souffle. Allez, disons-le très clairement. Surtout, et on va en discuter après, que tu as une très très large connaissance de la communication. Je pense qu'il y a peu de DIRCOM qui font des affaires publiques. Tu as même fait de la marque employeur. Bref, tu connais tout. Et je parle même pas de la com interne. On va parler plutôt de com employeur que de marque employeur. Mais tu as quand même une connaissance qui est gigantesque de notre métier. Tu le connais parfaitement. Alors, non, il y a des gens qui le connaissent mieux que moi. Aujourd'hui, je fais des affaires publiques et j'ai fait de la communication. Je suis venu un peu sur le tard, hein, tu sais. J'ai pendant 16 ans été responsable ressources humaines ou DRH. Mais c'est vrai que mon premier poste, je viens d'y repenser, j'étais chez Usinor, donc il y a que les boomers qui connaissent. C'était un groupe sidérurgique français. J'ai été responsable du recrutement des cadres, et je m'occupais des relations écoles. Et ce qui m'a fait plus plaisir à ce moment-là, quand j'étais jeune diplômé, c'était de construire une nouvelle marque employeur. Et l'idée, c'était de dépoussiérer l'image de Usinor. On avait construit une campagne avec une des filiales de Publicis, et c'est moi qui avais trouvé le slogan. Ah, c'était quoi? Parce que c'était Média Système. Voilà, c'était Média Système, exactement. Nous allons vous convaincre qu'Usinor, c'est international, responsabilisant, passionnant. Et je me souviens qu'on avait fait quelque chose d'assez disruptif. Félicitations. Alors, j'ai commencé chez Média Système. Ah bah, tu vois, je le savais pas. En 99. Fin 99. Donc, je te disais, tu as une vraie connaissance, tu viens de nous le prouver. Les affaires publiques et la communication. Très honnêtement, comment ça se passe? Parce que tu me dis, j'y viens sur le tard, mais tu es quand même auréolé déjà de Sciences Po, une vraie connaissance du droit, puisque tu fais ça après. Comment ça se passe? Parce que très honnêtement, discuter avec un parlementaire, tout le monde est capable de le faire. En tout cas, lui parler, lui dire 2-3 bêtises, bonjour, comment ça va? Bref, la discussion de salon, tout le monde y arrive. Puis c'est aussi leur métier quelque part. Mais quand on rentre dans des enjeux qui sont très complexes, et tu l'as dit très justement, eux, ils connaissent pas tout. Et on peut pas leur en vouloir. C'est pas ChatGPT dans la tête. Comment on fait
surtout quand on est un vrai communicant comme toi, on prépare le rendez-vous, on a quoi, des PowerPoint? Comment on fait pour prendre un rendez-vous avec un parlementaire qui plus est, alors pas uniquement dans notre pays, mais aussi dans d'autres pays comme toi tu le fais, puisque tu t'occupes des affaires publiques dans le monde. Comment on fait, Alexandre? Explique-nous comment tu fais avec ton équipe. En fait, déjà, on a toujours une vision du responsable d'affaires publiques qui est dans des cocktails type Ferrero et les soirées chez l'ambassadeur, pour citer une marque. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Notre métier, c'est un métier technique. C'est-à-dire que, et surtout en ce moment en France, il faut bien connaître son droit parlementaire parce que quand on a une dissolution qui arrive du jour au lendemain, une volonté du Premier ministre d'engager sa responsabilité, très rapidement, votre patron il vient vous dire, Alexandre, qu'est-ce qui va se passer, élabore-moi un certain nombre de scénarios pour qu'on puisse prendre des décisions. Parce que l'objectif du directeur des affaires publiques, c'est bien identifier les risques et apporter des solutions à l'entreprise. Donc, c'est une bonne connaissance juridique, c'est également, préparer les rendez-vous, trouver des arguments, essayer de se mettre à la place de ses interlocuteurs, avoir identifié l'ensemble des impacts des propositions et des décisions que les parlementaires vont prendre. Et ça peut être à la fois un métier juridique, un métier économique, parce que tu vois, par exemple, l'an dernier, on a développé une étude d'impact socio-économique pour voir l'impact qu'avait Limagrain en termes de création d'emplois en France. Et aujourd'hui, 10 emplois chez Limagrain génèrent 11 emplois en France, donc ce qui n'est pas rien. Et surtout en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, c'est aussi un métier de la relation. C'est-à-dire que il faut savoir créer le contact, créer la relation, être en écoute active et en empathie. Et le point commun en fait avec la communication, c'est que on est très dépendant de la réputation de l'entreprise. Et la réputation de l'entreprise, c'est l'enjeu du directeur de la communication. Et puis, on travaille main dans la main pour identifier ce qu'on appelle des plateformes de messages que nous, on va adapter à notre environnement. Donc, c'est une vraie collaboration. La direction générale est évidemment totalement impliquée, la preuve en est. La direction de la communication aussi. J'ai même envie de te dire presque entre guillemets les directions industrielles, parce que vis-à-vis de ce que vous faites, les produits entre guillemets, sincèrement, ça a l'air absolument passionnant. Tu en parles avec beaucoup beaucoup d'humilité comme ce qui te caractérise, parce que c'est ta personnalité, mais il y a un vrai kiff. On le sent, que tu as ça dans le sang. Mais sincèrement, c'est pas un kiff énorme quand on a ton background, ton parcours, de se dire maintenant je vais parler entre guillemets à ceux qui nous gouvernent et pas que ceux de l'entreprise. C'est le kiff total quand même. Ouais, c'est passionnant. Et comme tu l'as bien dit, nous on est vraiment au service de la direction générale parce que c'est eux en général qui présentent le groupe parce que le décideur public il veut parler à celui qui décide. Donc c'est aussi un métier d'humilité d'être directeur des affaires publiques ou responsable des affaires publiques parce que vous accompagnez très souvent, c'est vous qui avez préparé le dossier, mais c'est pas toujours que vous qui le portez. Alors moi, la plupart du temps, je vais maintenant seul à mes rendez-vous, etc. Mais dès qu'on arrive à un certain niveau, et puis parce que vous connaissez pas tout, il faut que le DG ou le président, chez nous c'est soit l'un, soit l'autre, ou soit les deux, il va rencontrer le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture pour défendre les enjeux de l'entreprise. Tu as pas sur les épaules un énorme enjeu, sincèrement, quand tu te déplaces, alors peut-être avec ton DG et ta direction générale, si ça se passe mal pour X raisons, alors pas qu'on se fait jeter ou rabrouer en aucun cas, mais que finalement ça n'avance pas parce que chacun a son temps, le temps de l'entreprise est souvent plus rapide que celui du politique et pour des raisons qu'on comprend évidemment, mais des fois on a besoin que ça aille un peu plus vite. Tu te dis pas, mais mon Dieu, j'ai un poids sur les épaules qui est beaucoup plus lourd et beaucoup plus conséquent que celui d'un communicant entre guillemets classique. Je pense que tous les postes dans l'entreprise, on a tous notre responsabilité. Ce qui est clair, c'est que on a un métier où il faut passer du temps à expliquer. Il faut aussi passer du temps à comprendre, parce que des fois, une décision politique, elle peut être liée à plein de critères. Elle peut être liée, certes, à l'intérêt politique de la personne à un instant T. Elle peut être liée, bien entendu, à l'intérêt économique du pays, mais elle peut être aussi liée, par exemple, au poids politique qu'a le décideur politique dans son parti. Sur
tel moment donné, il veut peser dans son parti, il va être en mesure de prendre des positions plus ou moins fortes sur un sujet. Donc tout ça, il faut le décrypter, il faut l'expliquer à notre direction générale. Mais pour revenir au sujet du temps, ça c'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, le temps politique, c'est à la fois un temps très rapide, parce que dans les cabinets ministériels, ils bossent comme des fous. C'est-à-dire qu'ils sont à la demi-journée près ou ils se projettent à 2, 3, 4 jours, là où l'entreprise, tu as besoin de te projeter à 6 mois près, voire à 2, 3 ans. Donc c'est cette discordance des temps qui est le vrai enjeu aujourd'hui. Et puis l'instabilité politique qui est dans tous les pays européens. Les affaires publiques dans une crise politique comme actuellement, ça doit être encore plus compliqué. Il n'y a pas un côté, les gros points d'interrogation pour tout le monde, parce que d'un côté, il faut que toi tu avances pour l'Imagrin, pour ses adhérences, pour ses collaborateurs, et puis tout simplement pour le chiffre d'affaires de la maison, soyons très clairs, les enjeux business, tu les connais mieux que moi. Et de l'autre côté, un gros point d'interrogation, serons-nous là demain pour l'autre côté politique? Comment on fait dans ces cas-là, dans une période aussi mouvante? On va identifier les différents scénarios possibles. Faire des affaires publiques, c'est aussi rencontrer un certain nombre d'acteurs pour les connaître. Donc on multiplie les rencontres et on a multiplié auparavant toutes les rencontres pour être sûr de connaître les entourages des différents partis. Et puis on a la chance quand même dans notre pays d'avoir une haute fonction publique qui tient le pays. On l'a vu au moment du Covid. Et le métier d'affaires publiques, c'est pas uniquement de travailler avec le monde politique, mais on travaille aussi avec la haute fonction publique, où on rencontre la direction générale du Trésor, on va rencontrer la direction de la diplomatie économique. Donc c'est aussi nos interlocuteurs. Et la chance qu'on a, c'est cette stabilité. Donc dans une certaine période d'instabilité, il y a quand même des éléments stables. Et puis, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que la crise d'aujourd'hui, elle vient de loin. C'est la crise des démocraties européennes aujourd'hui. En parlant d'Europe, tu t'occupes aussi, évidemment pas que de la France, puisque tu t'occupes aussi du reste du monde. Quelle est la différence, si tant est qu'il y en ait une, entre aller voir un parlementaire, aller à l'Assemblée nationale, et puis à Bruxelles? Il y a une différence, tu la sens, ou est-ce que finalement c'est relativement similaire? Alors, le métier est complètement différent. Le métier est beaucoup plus ouvert et avec une perception qui est plus positive au niveau européen, où en fait ça fait partie en fait du jeu de la démocratie européenne d'avoir des représentants d'intérêt qui vont expliquer leurs convictions. Il y a même des discussions, des deals, pour reprendre un terme à la mode, qui peuvent se faire, des compromis. Et puis surtout, le Parlement européen, c'est un Parlement qui n'a pas de majorité, et donc ils sont en permanence en train de travailler des compromis. Alors c'est un fonctionnement qui est vraiment compliqué, l'Europe, entre la Commission, le gouvernement des États, le Parlement européen. Produire une loi européenne, ça prend beaucoup de temps. Donc ça devrait être amélioré. Et je ne sais pas si tu es fan de séries. Oui, entre autres. Alors j'invite tous les éditeurs, si vous voulez vraiment comprendre un peu comment ça se passe, c'est regarder la série Parlement. À la fois c'est très drôle, et puis ça explique un peu le Parlement de l'intérieur et la démocratie européenne de l'intérieur. Avec l'enjeu de Bruxelles, c'est que en fait autour du Parlement européen, on parle de bulle européenne, de Brussels Bubble, et ça montre un peu ça, quoi. Donc ça c'est assez drôle, c'est assez sympa. Bah écoute, merci beaucoup. Je mettrai un lien, en tout cas pour qu'on puisse aller voir au moins un extrait YouTube, parce que je t'avoue, je ne la connaissais pas. C'est sur Netflix? Sur Netflix, c'est sur Arte, c'est France Télévisions qui a produit, c'est excellent. Alors félicitations, et encore une fois, Cocorico. Tu connaissais les affaires publiques, ou en tout cas du moins Bruxelles, lorsque tu étais par exemple chez CCEP, ou tu avais déjà fait ce genre de choses-là? Oui, j'avais déjà un peu été en contact, mais c'est aujourd'hui un vrai sujet de découverte et de curiosité, en sachant que la particularité, c'est qu'on est sur des sujets un peu ardus, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, autant je maîtrise très bien les sujets de la grande distribution, de la nutrition, c'est des choses que ou du recyclage, c'est un enjeu important chez CCEP. Autant là, on va être sur la sélection variétale. Donc c'est la question de, aujourd'hui, on essaie de faire progresser la législation européenne pour
développer de nouvelles techniques de sélection variétale. C'est assez ardu, il faut être accompagné d'experts quand on va dans la discussion et on a la chance d'avoir de bons experts chez Limagrain. Voilà, c'est fini pour cette première partie en compagnie d'Alexandre Poncet. À très bientôt.